Good Morning Business, le grand entretien. Et à 8h18, notre invité, c'est Laurent Jacobelli, député Rassemblement National de Moselle. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a une actualité forte pour vous. Il y en a plein. On va parler d'IA, évidemment. On va parler des déficits publics. Mais on va commencer par la loi immigration qui arrive normalement aujourd'hui en séance publique à l'Assemblée nationale, après avoir été modifiée, évidemment, en commission. Pour la première fois depuis cette mandature, en tout cas, une motion de rejet qui a été proposée par les députés écologiques. Qui permettrait d'empêcher la discussion du texte et que ce texte reparte au Sénat. Est-ce que le Rassemblement national va voter cette motion de rejet ? Notre objectif, il est clair, il est de faire en sorte que ce projet de loi immigration ne passe pas. Parce que pour nous, c'est plutôt un projet qui encourage l'immigration à travers la voie de la régularisation des sans-papiers qui travaillent, plutôt qu'un projet de contrôle et de fermeté, contrairement à ce que clame sur tous les plateaux de télévision M. Darmanin. Donc il y a deux possibilités. Soit on vote cette motion de rejet et le projet s'arrête maintenant, soit on débat pendant 2 semaines, soit on en débat pendant 2 semaines, ce qui nous permettra à nous de détricoter la fable de M. Darmanin et de faire nos propositions. Pour être très honnête avec vous, au moment où je vous parle, le groupe Rassemblement National n'a pas décidé. Vraiment ? Oui, vraiment. Nous aurons cet après-midi une réunion de groupe où chacun s'exprimera et où on décidera à la fin quelle est notre position commune. C'est comme ça qu'on fonctionne. Chacun vient débat et puis à la fin, on fait groupe et on vote tous la même chose après en avoir débattu. C'est Marine Le Pen qui décide, non ? Il y a beaucoup de débats et évidemment elle est la présidente du groupe et c'est elle qui arbitre à la fin, c'est tout à fait normal. Si cette motion de rejet n'est pas votée au final, on part pour 2 semaines de débat, 2600 amendements déposés quasiment, le timing va être serré. Oui, très serré. Et là encore, on est dans un temps contraint, alors que le débat sur l'immigration est un débat essentiel pour les Français. Ça joue sur leur vie quotidienne, ça joue sur leur identité, ça joue sur leur sécurité, ça joue socialement, économiquement, et donc on mérite un grand débat. C'est pour ça que nous, d'ailleurs, nous proposons un référendum sur l'immigration avec un projet de loi clé en main pour qu'enfin, dans leur histoire, les Français puissent se prononcer. Est-ce qu'on continue avec cette immigration débridée qui creuse nos caisses sociales et qui aggrave le phénomène d'insécurité, ou est-ce qu'enfin on reprend le contrôle d'une immigration devenue folle ? Mais alors il y a un sujet central, c'est est-ce qu'il faut régulariser les travailleurs sans papier qui sont dans des secteurs en tension ? Beaucoup de chefs d'entreprise dans des secteurs tendus nous disent il faut arrêter avec l'hypocrisie, on est obligé de recruter des travailleurs sans papier, ils travaillent très bien, au bout de 5-6 ans moins, il n'est pas anormal qu'ils fassent une demande de régularisation. Vous entreprenez en ce moment au Rassemblement National une opération séduction auprès des patrons, en tout cas vous allez les rencontrer, les fédérations, vous essayez de les convaincre. Est-ce que là il n'y a pas un hiatus ? Qu'est-ce que vous dites aux professionnels de l'hôtellerie, la restauration, du BTP quand vous les rencontrez ? Non mais ils reconnaissent, ils nous disent qu'il y a un problème de main-d'œuvre et nous le reconnaissons évidemment, mais nous pensons que la solution n'est pas avoir recours à des migrants sans papier. D'abord, c'est quand même un peu délicat dans une démocratie comme la nôtre de dire vous allez d'abord violer la loi et comme vous aurez violé la loi, vous aurez une récompense à la fin, vous serez régularisé. C'est quand même favoriser ce que nous ne voulons pas, c'est-à-dire transgresser nos lois républicaines. Et puis nous disons il y a une autre manière d'embaucher, c'est d'augmenter les salaires. Et nous voulons accompagner les entreprises, notamment les TPE et les PME, dans cette augmentation de salaire en disant... Comment vous faites ? Parce que c'est pas évident pour un chef d'entreprise d'augmenter les salariés. D'abord, c'est incitatif et évidemment pas obligatoire, mais on leur dit si vous augmentez de 10% les salaires de vos salariés, eh bien ces 10% seront exonérés de charges patronales. Mais vous savez, il y a une fable là encore. On nous dit, pour avoir des travailleurs étrangers, ils doivent être clandestins. Je crois qu'il y a une filière d'immigration légale de travail en France. Et donc, utiliser des gens sans papier, c'est déjà une démarche en soi, quand même, critiquable. Et puis, vous savez, ça attire aussi les salaires, ça attire aussi les salaires vers le bas. Quand vous avez une main-d'œuvre prête finalement à accepter des conditions très difficiles, le minimum du salaire, des conditions de logement parfois innommables pour travailler, eh bien, ça veut dire qu'à côté, vous avez des Français qui ne trouvent pas de travail. Donc, je ne crois pas que cette forme d'esclavagisme moderne soit un modèle dans notre société. Je crois que ça rend tout le monde malheureux, y compris les Français qui n'ont pas de travail, et puis ceux qui sont sans papier. Je pense qu'il faut arrêter
avec cette hypocrisie. C'est vous qui avez employé le mot, et je crois que c'est vraiment le cas. Vous savez, on parle en plus de 5-6 000 emplois. Hein. Tout cela, c'est pour... C'est davantage. Dans les BTP, la restauration, c'est peut-être les chiffres officiels, mais on sait... on parle de gens illégaux. Il y a des gens légaux. Je demande à ce qu'on fasse évidemment la différence. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en France, on a besoin de plus d'immigration ou de moins d'immigration? Je pense que la réponse, elle est dans la question. Pour en revenir sur le parcours, le processus parlementaire, le 16 novembre, le Rassemblement national a saisi le Conseil constitutionnel pour empêcher le recours au 49.3 sur ce projet de loi immigration. Quand attendez-vous une réponse et quelle réponse vous attendez? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Je crois que c'est imminent, mais vous savez, Madame Borne a dégainé le 49.3 comme Lucky Luke dégainait son Colt pour tirer sur son plus vite que son ombre. Objectivement, ce gouvernement n'aime pas le débat. Objectivement, ce gouvernement veut contourner la démocratie, et pour faire passer ces projets qui finalement ne sont pas populaires, ne rencontrent pas l'adhésion ni des oppositions ni des Français, ils abusent du 49.3. Nous estimons qu'ils l'ont trop utilisé, parfois lorsqu'ils n'auraient pas dû, et donc nous avons demandé l'arbitrage. Nous verrons bien cet arbitrage cette semaine, mais en tout cas, si cet arbitrage est en notre faveur, ça veut dire que sur le projet de loi immigration, le gouvernement ne pourra pas une nouvelle fois occulter les débats et utiliser le 49.3. Alors, on va parler de l'accord sur l'IA dans un instant, mais il y a un autre accord qui n'a pas eu lieu pour le moment, c'est l'accord sur les règles budgétaires en Europe. Il n'y a pour l'instant pas d'accord entre les pays européens sur le fait est-ce qu'il faut revenir aux règles plus strictes d'il y a quelques années, avant la pandémie et avant l'assouplissement des règles. Est-ce qu'il faut imposer notamment aux pays de réduire leur déficit structurel de 0,5 points par an? Il y a quasiment un accord avec la France et l'Allemagne, parce que l'Allemagne se rapproche un peu de notre position sur les déficits, mais pas forcément des autres pays les plus vertueux. Quelle est votre position? Parce que si vous arrivez au pouvoir en 2027, vous serez contraint par la nécessité de baisser les déficits beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Oui, dire que le déficit doit être au maximum de 3% du PIB et la dette à 60% sont des chiffres sortis d'un chapeau que personne jamais n'a pu expliquer et que personne ne respecte pratiquement dans l'Union européenne, en tout cas que la France ne respecte pas depuis des années, puisque je rappelle que la dette est bien au-delà de 60%, elle a même dépassé les 100%. Donc c'est une forme d'hypocrisie, ce sont des normes impossibles à respecter. Et puis là encore, il y a un rôle, on va dire, pour le moins étrange de l'Union européenne qui nous impose ces critères, mais qui nous impose aussi une forme de problème d'attaque de notre PIB avec les mondialisations, avec la désindustrialisation, avec la contribution de la France à l'Union européenne qui est de 24 milliards. Donc je pense qu'il faut sortir de ces règles. Et en même temps, si vous m'autorisez l'expression, demander une rigueur budgétaire en France, parce que 3 000 milliards de dettes, c'est énorme. Pour le prochain budget, c'est un emprunt de 285 milliards. À l'horizon 2027, le remboursement de la dette, tenez-vous bien, sera le premier poste de dépense de l'État, avant l'éducation, avant l'investissement économique. Il faut que l'Europe soit un peu plus regardante, elle impose des règles plus strictes. Mais elle impose des règles que personne ne respecte, et surtout, elle impose des conditions de travail qui font que, effectivement, la France va avoir plus de déficit. Et puis derrière, elle nous demande de faire des réformes où on rabote les acquis sociaux des Français pour respecter ces règles. Non, je crois qu'il faut maintenant être sérieux. Je pense qu'il faut nous-mêmes prendre ces mesures parce qu'il faut une rigueur budgétaire, mais arrêter avec certaines dépenses. L'aide sociale aux migrants, c'est une économie de 12 milliards que nous ferions si nous n'avions pas économiques, vous savez, qui disent que ça rapporte, en fait, le bilan est positif parce qu'ils cotisent aussi, et voilà, et ils sont jeunes, plus jeunes, donc ils n'ont pas forcément des dépenses de retraite, etc. Je vous rappellerai juste que le taux de chômage chez les étrangers en France est le double de celui des Français, que le recours aux allocations familiales notamment est bien plus élevé. Donc je pense qu'au final, non, c'est bien 12 milliards d'économies. Par exemple, l'abondement au budget européen. Vous savez qu'entre ce que l'on donne à l'Union européenne et ce que l'on reçoit, pour faire simple, il y a un écart selon les années entre 8 et 10 milliards. Eh bien, il faut rééquilibrer. Là aussi, il y a des milliards à gagner. La fraude sociale et fiscale. Là, on estime, là, pareil, les chiffres varient, mais à peu près à 75 milliards. Donc il y a des pistes à la fois d'économie pour respecter une meilleure rigueur budgétaire sans avoir à obéir au doigt et à l'œil à une Union européenne qui elle-même nous met dans la condition d'être dans la dette abyssale que nous connaissons. Laurent Jacobelli, je voudrais votre avis sur cet accord qui a été trouvé sur l'intelligence artificielle, l'IA Act, compromis entre la sécurité, la compétitivité. L'Europe est le premier continent à réguler l'intelligence artificielle. Quel est votre avis sur cette question? Si j'étais taquin, je dirais réguler et normer avant d'investir. C'est-à-dire qu'on a là toute l'Union européenne. En fait, ce qu'on pourrait attendre de l'Union des Nations, qui nous unit avec nos partenaires européens, c'est qu'effectivement, il y a eu un grand plan d'investissement dans l'intelligence artificielle pour que nous soyons les leaders au monde. Et puis aussi,
réguler. Mais l'Union européenne, on le voit bien, elle est là uniquement pour réguler. Mais c'est parce qu'on a pris trop de retard. Est-ce qu'elle peut faire autrement ? Oui, on a pris du retard, comme on avait pris du retard sur les moteurs de recherche, comme on a pris du retard sur les nouvelles technologies liées à l'environnement. À chaque fois, l'Union européenne, elle est absente quand il faut investir, c'est-à-dire quand il faut aller de l'avant, quand il faut assurer une croissance pour les pays de l'Union européenne, mais elle est présente lorsqu'il faut réguler. Est-ce qu'il faut réguler ? Oui, bien sûr, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on pourra reprendre cette interview plus tard, la transformer et me faire dire que je suis pour l'immigration massive et vous faire tenir des propos aberrants. Donc il faut évidemment contrôler cela, faire en sorte que la vérité et la justesse de l'information soient garanties pour les populations, qu'il n'y ait pas de détournement, c'est une nécessité, mais on oublie l'aspect le plus important, c'est que c'est un marché économique énorme qu'on va laisser dans les mains des Américains et des Chinois. Juste un mot sur la COP28 avec l'accord ou pas demain. Est-ce que vous seriez pour, très simplement, que dans l'accord, il y ait l'interdiction future des énergies fossiles ? Comment peut-on interdire cela, puisqu'aujourd'hui, on n'a pas toutes les énergies dites renouvelables capables de remplacer. On a même des énergies renouvelables fantasmées, comme les éoliennes. Tiens, on parlait des sujets d'investissement. Voilà un important. Les futures énergies, notamment le nucléaire, dans ses nouvelles versions, l'hydrogène, là aussi, il y a quelque chose à faire. Mais vous savez, si on veut être efficace, arrêtons avec cette mondialisation échevelée qui fait qu'on importe de Chine des produits qu'on pourrait fabriquer nous-mêmes et qui polluent à cause du transport. Relocalisons nos industries et l'activité économique en France. Merci Laurent Jacobelli, Merci député RN de Moselle, de partir notre invité.